Des scientifiques ont découvert les restes d'une cité perdue au fond du lac Issyk-Kul, au Kirghizistan, en Asie centrale. Contrairement à la légende de l'Atlantide, c'était un lieu réel où les gens vivaient, travaillaient et commerçaient autrefois. Mais aujourd'hui, elle repose sous les eaux. Des plongeurs ont exploré les parties peu profondes du lac et ont trouvé des signes clairs d'un peuplement. À quelques mètres seulement sous la surface, ils ont vu des murs, des poutres en bois et des morceaux de poterie. Ces découvertes montrent que la zone était une ville fonctionnelle, bien que son tracé complet, rues comprises, n'ait pas encore été totalement cartographié. Sous le sable, les chercheurs ont trouvé ce qu'ils appellent une couche culturelle, un sol rempli de traces d'activité humaine. Dans cette couche, ils ont découvert des céramiques brisées, des os d'animaux et des déchets de production métallique. Cela suggère qu'il ne s'agissait pas d'un campement temporaire, mais d'un lieu où les gens ont vécu longtemps, construisant et reconstruisant au fil des ans. La ville était probablement située le long de la route de la soie, un célèbre réseau de routes commerciales reliant l'Asie et l'Europe. Les marchands voyageant dans cette région transportaient de la soie et des épices, mais échangeaient aussi des idées et des technologies. Cette ville a donc pu être une étape importante pour le commerce et la vie quotidienne, et pas seulement un petit village isolé. Mais comment s'est-elle retrouvée complètement sous l'eau? Les experts pensent que la ville a été submergée à cause d'un puissant tremblement de terre au 15e siècle. Le sol a pu se déplacer ou s'affaisser, permettant au lac d'inonder la zone et de recouvrir les bâtiments. Il y a aussi des signes indiquant que certaines personnes ont pu quitter la ville avant que cela ne se produise. Pour comprendre quand la ville a existé, les chercheurs ont utilisé des méthodes de datation scientifique. Par exemple, ils étudient les cernes des arbres dans les poutres pour déterminer les années exactes et utilisent la datation au carbone pour dater le bois ou l'os. Ces techniques aident à établir une chronologie de l'époque où la ville était active et de celle où elle a disparu. Travailler sous l'eau est difficile. Les archéologues se déplacent donc avec précaution. La visibilité peut être mauvaise et les objets peuvent être endommagés lorsqu'ils sont sortis de l'eau. C'est pourquoi les experts préfèrent souvent laisser les objets sur place, car ils sont mieux préservés sous l'eau. Cette découverte est importante car elle change la façon dont les historiens comprennent cette région. Par le passé, cette zone n'était pas considérée comme un lieu de peuplement majeur. Mais il semble désormais qu'il y avait une véritable ville avec des bâtiments, des ateliers et une vie organisée. Elle offre une nouvelle perspective sur la façon dont les gens vivaient le long de la route de la soie. Jusqu'à présent, les chercheurs n'ont cartographié qu'une partie du site. À l'avenir, ils prévoient d'explorer davantage le lit du lac, d'étudier les matériaux trouvés et de protéger la zone. Pas à pas, ils espèrent découvrir toute l'histoire de cette cité cachée sous les eaux. Une découverte étrange dans le lac Huron nous informe qu'il pourrait possiblement contenir les vestiges d'une civilisation entière. Tiens, attendez. Est-ce que ce ne serait pas l'Atlantide? Pas exactement. Mais s'il y a vraiment eu jadis une civilisation sous-marine à cet endroit, elle devait être assez avancée. Il y a environ 10 000 ans, deux petits fragments d'un outil de pierre se sont détachés et sont tombés par terre sans que personne ne s'en aperçoive. Ils sont restés enterrés là pendant des milliers d'années, jusqu'en 2013. Puis des scientifiques ont remonté un petit morceau de boue de la taille d'une brique de lait depuis le fond du lac Huron, à 30 mètres sous la surface. Dans la boue, ils ont trouvé ces deux éclats faits d'obsidienne. Un verre volcanique noir et brillant qui se forme lorsque la lave se refroidit rapidement. Après des tests précis, ils ont réalisé que ces éclats provenaient du centre de l'Oregon, ce qui représente une assez longue distance, environ 4000 km. Ce site préhistorique des Grands Lacs a été découvert sur la crête Alpena-Amberley, une formation sous-marine qui reliait autrefois ce qui est aujourd'hui le Michigan et l'Ontario. À l'époque, c'était des terres sèches. Les premiers humains y construisirent des pièges pour animaux, le caribou par exemple. L'ère glaciaire s'éteignait et bientôt, les Grands Lacs commencèrent à se former. L'obsidienne était le matériau high-tech des temps anciens. Elle est extrêmement tranchante et parfaite pour fabriquer des outils. Si vous étudiez attentivement ces éclats, vous ne pourrez pas douter que les outils dont ils proviennent furent de fabriquer de main d'homme. La façon dont ils ont été taillés évoque un travail des plus minutieux. Ces anciennes populations ne fabriquaient donc pas seulement des outils élémentaires,
ils avaient également accès à de l'obsidienne venue de contrées extrêmement lointaines. On pense en conséquence qu'il existait déjà à l'époque un immense réseau commercial. Depuis plus d'un siècle, des gens émettent l'hypothèse que des sociétés anciennes pourraient avoir existé sous les Grands Lacs, mais personne n'en a jamais eu la preuve. C'est pourquoi les travaux sur ce site archéologique submergé sont si importants. Une équipe de chercheurs tente depuis plus de 10 ans d'en apprendre davantage sur ces ruines vieilles de 10 000 ans et sur la civilisation qui les aurait laissées derrière elles. L'eau glacée du lac Huron a agi comme une capsule temporelle qui a permis de préserver des choses pendant des milliers d'années. Jusqu'à présent, les chercheurs ont trouvé non seulement des outils en pierre, mais aussi des arbres millénaires avec leurs racines encore intactes et des tourbières sous-marines où ont été préservées des graines et des feuilles. Un peu comme le Pompéi de l'âge de glace, une scène figée dans le temps. Ces découvertes aident également les scientifiques à concevoir de nouvelles méthodes d'archéologie sous-marine. Ils utilisent des sonars, des robots sous-marins et des plongeurs. Il est assez incroyable que les outils qu'ils ont découverts sur la crête Alpena Amberley soient beaucoup plus petits que d'autres outils de la même époque trouvés à proximité. Cela pourrait indiquer qu'un groupe différent de personnes vivait ici et qu'ils avaient leur propre mode de vie. Même les tourbières qu'ils ont trouvées, qui datent d'environ 9500 ans, recèlent des secrets. Elles sont pleines d'aiguilles de pin, de graines et de feuilles qui pourraient nous informer sur l'environnement de l'époque. D'ordinaire, ce genre de choses se décompose rapidement, mais l'eau froide et douce les a préservées. L'équipe du Michigan collabore avec des scientifiques basés à Cambridge, en Angleterre, pour extraire l'ADN de ces restes. Si cela fonctionne, nous pourrions enfin savoir quel type d'animaux vivaient là, et peut-être même plus. Ils ont encore des années de travail sur ce site préhistorique des Grands Lacs. Un autre célèbre site archéologique submergé est la cité perdue de Pavlopétrie. Les archéologues pensent qu'il s'agit de la plus ancienne ville engloutie du monde, tout au moins selon nos connaissances actuelles. Pavlopétrie a environ 5000 ans. Cela signifie qu'elle existait bien avant les légendaires héros grecs des récits d'Homère. Les scientifiques l'ont aperçue pour la première fois en 1904, puis l'ont oubliée jusqu'en 1967, lorsque Nicholas Fleming l'a redécouverte. Il l'a décrite comme une ville de l'âge du bronze, désormais engloutie sous 3 à 4 mètres d'eau. 1 an plus tard, il est revenu avec une équipe de scientifiques pour en étudier les ruines. En l'espace de 6 semaines, en utilisant uniquement des rubans métriques et une grille élémentaire, ils ont réussi à cartographier la ville. Ils ont constaté qu'elle s'étendait sur environ 300 par 150 mètres et comportait au moins 15 bâtiments, des cours, 5 rues, 2 tombeaux et environ 37 petites tombes en pierre. Ils ont également trouvé des indices indiquant que les ruines se poursuivaient sur l'île voisine de Pavlopétrie elle-même. Ils ont déterré des poteries incroyables, des lames en obsidienne et en chaille, et même une minuscule figurine en bronze qui pourrait dater de l'an 2800 avant l'ère commune. Cependant, la plupart des bâtiments proviennent de la période comprise entre 1650 et 1180 avant l'ère commune. Ensuite, les scientifiques ont de nouveau abandonné le site jusqu'en 2009, lorsqu'une équipe de chercheurs a lancé un nouveau projet quinquennal, dont la mission était d'explorer en profondeur l'histoire de Pavlopétrie. Cette fois, ils disposaient d'outils de cartographie numérique et de meilleurs équipements de plongée, ce qui leur a permis d'explorer et même de faire des fouilles sous-marines. Ils ont découvert 9000 mètres carrés supplémentaires de bâtiments, y compris une grande salle et des rues cachées. De plus, ils ont déterré d'autres poteries qui leur ont indiqué que des gens avaient vécu là entre 3000 et 1100 avant l'ère commune, et que la ville comptait une population de 500 à 2000 personnes. Personne ne sait avec certitude comment cette cité a fini sous l'eau, mais beaucoup de scientifiques pensent que ce fut à cause d'un tremblement de terre, peut-être vers l'an 1000 avant l'ère commune, ou même aussi tardivement que l'an 375 de notre ère, parce que c'est la plus ancienne ville sous-marine jamais découverte. Certaines personnes croient même que Pavlopétrie pourrait avoir inspiré la légende de l'Atlantide. Un autre prétendant au titre d'Atlantide se trouve près du Japon. En 1986, un plongeur local explorait les eaux près des îles Ryukyu, lorsqu'il découvrit une structure géante faite de marches parfaitement formées et aux bords tranchants. Elle se trouvait à 25 mètres sous l'eau. Aujourd'hui, le monument Yonaguni reste l'un des sites sous-marins les plus mystérieux de la planète. La structure mesure presque la moitié d'un terrain de football, environ 50 mètres de long et 20 mètres de large. Elle ressemble à une immense pyramide de pierre, avec des plateformes superposées et des marches empilées les unes sur les autres. Personne ne sait vraiment d'où elle vient ni qui l'a construite.
Certains experts pensent que le monument pourrait avoir plus de 10 000 ans, ce qui le rendrait plus ancien que les pyramides égyptiennes. Une théorie suggère qu'il pourrait s'agir des derniers vestiges d'une civilisation perdue portant le nom de Mu, une société mythique du Pacifique similaire à l'Atlantide. D'autres pensent que c'est un peuple ancien, qui vivait au Japon, dès l'an 12 000 avant notre ère, le peuple Jomon, qui l'aurait construite. Mais de nombreux scientifiques et géologues sont sceptiques quant à cette possible civilisation sous-marine. Même si Yonaguni possède des passages étroits, des ouvertures en arc et des angles droits, qui ressemblent presque à des pâtés de maison. Ils disent que le site ressemble davantage à une formation rocheuse naturelle, comme la chaussée des géants en Irlande du Nord, par exemple. L'ensemble du monument est encore relié à un bloc de substratum rocheux, ce qui signifie qu'il n'a pas été construit pièce à pièce. Et la façon dont les couches de roches sont empilées est probablement liée au tremblement de terre et au mouvement tectonique. Il est situé dans la très active ceinture de feu du Pacifique. Un géologue marin y retournait sans cesse, et à chaque fois, il découvrait quelque chose de nouveau. Il affirme avoir repéré des traces d'outils dans la roche, des symboles gravés sur des faces de pierre, et même des formations rocheuses en forme d'animaux. Il pense que ces sculptures indiquent l'existence d'une culture provenant du continent asiatique. Il a déclaré avoir identifié 10 structures différentes au large de Yonaguni, y compris un château en ruine, un arc de triomphe, 5 temples, et même un énorme stade. Ces bâtiments semblent être reliés par des routes et des canaux, et certaines parties sont même entourées de ce qui ressemble à d'immenses murs de pierre. L'explorateur pense que la ville a au moins 5000 ans. Il se base pour cela sur des stalactites trouvées dans des grottes sous-marines voisines, qui n'ont pu se former qu'après l'inondation des grottes. Ces partisans affirment n'avoir jamais vu un tremblement de terre créer des formes comme celle-ci sous l'eau ou à sa surface. Mais les sceptiques mettent tout cela sur le compte de l'érosion et insistent sur le fait que ce sont les courants sous-marins et les créatures marines qui ont creusé des trous dans la roche. Si vous souhaitez vous faire votre propre opinion, le site est ouvert aux visiteurs et c'est assurément une expérience de plongée des plus amusantes. Récemment, des scientifiques ont fait une découverte étonnante qui pourrait résoudre le mystère de Stonehenge. Ils ont trouvé un élément caché au plus profond de l'ADN des pierres de Sarsen, les énormes monolithes présents sur le site. Cette découverte pourrait révéler pourquoi nos ancêtres du néolithique ont conçu et construit cette structure. Depuis des années, les scientifiques se creusent la tête pour savoir d'où viennent les énormes pierres de Sarsen. Pendant longtemps, ils ont cru qu'elles provenaient d'une carrière située à 25 km du site, connue sous le nom de Marlborough Downs. Sur ce site, ils ont trouvé des minéraux similaires à ceux qui composent les pierres de Sarsen. Mais en réalité, les choses sont plus complexes qu'on ne le pensait. Notre compréhension de la construction de Stonehenge est en constante évolution. Les scientifiques doivent littéralement remonter le temps pour percer ces mystères. D'où viennent les pierres? Comment ont-elles été transportées? Pourquoi le site a-t-il été construit? Le site de Stonehenge, situé dans la plaine de Salisbury en Angleterre, est constitué de 2 grands types de pierres. Il y a les pierres de Sarsen, très lourdes, et les pierres bleues, plus petites et plus légères. Les pierres de Sarsen pèsent chacune environ 25 tonnes. Cela équivaut à 3 éléphants d'Afrique. La pierre de Sarsen la plus lourde, appelée Hillstone, pèse à elle seule 30 tonnes. Ensemble, les pierres de Sarsen forment le cercle extérieur de la structure. À l'intérieur de ce cercle, vous trouverez les pierres bleues. Leur nom est peut-être un peu trompeur, car elles ne sont pas vraiment bleues. Elles ont une teinte bleutée lorsqu'elles viennent d'être cassées, d'où leur nom. Ces petites pierres proviennent probablement des collines de Presley, dans le sud-ouest du pays de Galles, à environ 240 km de Stonehenge. Elles sont un peu plus légères que les pierres de Sarsen, mais restent assez lourdes. La pierre de l'autel, classée parmi les pierres bleues, est la plus lourde d'entre elles, avec un poids d'environ 6 tonnes. Son emplacement d'origine n'est pas encore connu. Pour déterminer l'origine d'une pierre, les scientifiques doivent d'abord étudier sa composition. Pour cela, ils vérifient l'ADN de la roche. Ensuite, ils recoupent la structure de la pierre avec les minéraux présents dans le sol pour voir s'il y a concordance. La plupart des pierres de Sarsen que nous voyons dans le sud de l'Angleterre sont en fait constituées d'un type de grès connu sous le nom de silcrète. Il s'agit d'un sable durci par les eaux souterraines pendant des millions d'années. Ce processus s'est principalement produit au cours d'une période appelée le Paléogène, il y a quelques 65 à 23 millions d'années. Ces pierres de Sarsen ne se sont pas formées en une seule grande plaque, mais par parcelles,
comme si la nature avait créé de petits jardins de pierre un peu partout. Les scientifiques expliquent que les pierres de Sarsen se sont répandues de manière aléatoire, souvent dans des zones isolées. Au fil du temps, nombre d'entre elles ont été enfouies sous des couches d'argile et de craie, ce qui a contribué à leur préservation. Lorsque les bâtisseurs de l'Antiquité se sont mis en quête de matériaux, ces pierres leur ont probablement semblé parfaites pour la construction d'une structure aussi impressionnante que Stonehenge. En fait, on a utilisé des pierres de Sarsen dans toutes sortes d'ouvrages, des villas romaines aux églises médiévales en passant par les bordures de routes et les murs de culture. On pourrait dire que ces pierres étaient le matériau de prédilection des bâtisseurs de l'Antiquité et qu'elles ont continué à être populaires même à l'époque moderne. Ce fait a amené les scientifiques à se demander si toutes les pierres de Sarsen, utilisées pour construire Stonehenge, ne provenaient pas du même endroit. Ils ont identifié des sites dans tout le Royaume-Uni, dans des régions telles que l'Oxfordshire et le Kent. Après des centaines d'années d'études, les géologues disposent enfin du type de technologie appropriée pour déterminer l'origine des pierres. J'aimerais pouvoir vous dire qu'il s'agit d'un lieu tenu secret, très éloigné du site. Mais il s'est avéré que les pierres de Sarsen proviennent en réalité de West Woods, une forêt située tout près de Stonehenge. Un nouveau facteur est entré en jeu lorsque des fouilles ont mis au jour des trous de pierre, indiquant qu'au moins 6 piliers de pierre bleue avaient été retirés dans les collines de Preseli, sur le site de Waunmain, au cours de la préhistoire. Il y avait là un cercle de pierre, et l'on pense que certaines des roches de Stonehenge ont été récupérées dans ce cercle plus ancien. Si cela est vrai, il se pourrait que Stonehenge fasse partie d'un ensemble beaucoup plus vaste de sites anciens. Si c'est bien le cas, Stonehenge ne serait que la cerise sur le gâteau d'un projet de plus grande envergure. Un peu comme la pièce maîtresse d'un paysage de monuments, de monticules, de cercles de pierre et d'autres choses très impressionnantes. C'est la raison pour laquelle les scientifiques veulent absolument savoir d'où viennent les pierres. Cela pourrait permettre de comprendre pourquoi et comment Stonehenge a été construit. Stonehenge n'est pas apparu du jour au lendemain. Il a été construit en plusieurs étapes sur des centaines d'années. Il ne s'agissait probablement pas de l'œuvre d'une seule personne, mais d'un grand projet communautaire qui a évolué au fil du temps. Chaque génération de bâtisseurs a apporté ses propres idées, créant une structure qui allait durer des siècles. La première étape remonte à environ 3100 ans avant notre ère. Un fossé circulaire a été creusé et quelques pierres bleues ont été installées, formant une sorte d'anneau de départ. Plus tard, ils ont ajouté les pierres de Sarsen et ont même surmonté certaines d'entre elles de pierres horizontales afin de former ces fameuses arches que vous voyez aujourd'hui. Ce qu'on appelle les trilithes. Ces bâtisseurs de l'Antiquité avaient bien des défis à relever. Comment déplaçaient-ils les pierres? Une vieille théorie, connue sous le nom de route de glace, suggère que les pierres ont été déplacées sur des chemins naturels et glacés au cours de plusieurs hivers. Ils auraient ainsi simplement fait glisser les pierres jusqu'à Stonehenge. Mais nous parlons là d'une distance de plus de 160 km, c'est donc assez invraisemblable. Quoi qu'il en soit, cette théorie a été démentie, parce qu'il faisait plus chaud à l'époque qu'aujourd'hui. Il y a aussi la théorie de la rivière. Les pierres auraient été transportées par voie d'eau depuis leur lieu d'extraction jusqu'au site. Mais les pierres de Sarsen sont beaucoup trop lourdes pour cela. Cette théorie a donc également été abandonnée. En clair, personne ne sait comment les pierres ont été déplacées. Les recherches menées à Stonehenge ont dévoilé un autre élément scientifique intéressant. Un récent examen au laser des pierres a révélé les différentes méthodes de travail utilisées et montré que certaines parties du monument étaient plus soigneusement ouvragées que d'autres. En particulier, le côté nord-est et les faces internes des trilithes centraux ont été minutieusement taillés. Pour information, un trilithe est une structure composée de 3 pierres. 2 énormes monolithes sont surmontés d'un troisième qui les relie entre eux. En grec, ce mot signifie simplement « qui a 3 pierres ». Quoi qu'il en soit, la grande question, et la raison pour laquelle Stonehenge est si célèbre, est de savoir pourquoi il a été construit en premier lieu. Les théories vont bon train, et certaines semblent tout droit sorties d'une série de science-fiction. Voici un bref aperçu des idées les plus populaires. Il y a bien sûr la théorie du calendrier solaire. Elle suppose que les pierres sont alignées sur les mouvements du soleil, en particulier lors des solstices d'été et d'hiver. Lors du solstice d'été, le soleil se lève à gauche de la Hillstone, la seule pierre à l'extérieur du cercle principal, éclairant ainsi l'ensemble du monument. Certains disent qu'il s'agit là d'une espèce de calendrier antique permettant de marquer les jours les plus longs et les plus courts de l'année. Certains archéologues pensent que Stonehenge pourrait avoir été un ancien site de guérison.
Des morceaux de pierre bleue portent des traces de burin, probablement faites par des gens qui croyaient qu'elles pouvaient guérir des maladies. Selon une théorie, les gens venaient à Stonehenge de tous les coins du pays dans l'espoir d'y trouver un remède à leurs maux. Certains pensent que Stonehenge était un lieu très populaire, un endroit où les gens se rassemblaient. Certaines preuves suggèrent que des communautés très éloignées les unes des autres se retrouvaient à Stonehenge pour des célébrations, des festins et des cérémonies. Un examen des ossements trouvés à proximité montre que les gens parcouraient parfois des centaines de kilomètres pour se rassembler sur ce site.